Mesdames et messieurs, bonjour, c'est l'instant causerie sur E-Télé. Le test de dépistage rapide de masse organisé par le gouvernement a permis de détecter plusieurs cas de contamination au Covid-19. Est-ce là une raison de s'inquiéter ou une mesure d'efficacité qui a fait ses preuves? Nous en parlerons au cours de cette émission. L'autre sujet qui pourrait être abordé au cours de cette émission, c'est l'annonce justement de la reprise des vols de Air France en Afrique. Merci de vous installer confortablement puisque mes invités sur ce plateau le sont. Je veux parler déjà de Grégoire Dansou. Grégoire Dansou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur de publication du Le Grand Quotidien. Bien sûr, c'est ça. Ok. Allez, avec dans ce studio aussi, Stanislas Samoa. Bonjour, cher confrère. Bonjour Isaac Adjé, bonjour monsieur, bonjour à tous. Bonjour. Vous connaissez très bien l'homme culture, journaliste ici à Télé. Alors, tout de suite, c'est vrai que l'annonce, c'est déjà dit, le dépistage de masse, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, a augmenté le cas de Covid-19 au Bénin. Doit-on s'en inquiéter, Stanislas Samoa? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut quand même être objectif sur la question pour constater déjà qu'on ne devrait pas être inquiet du nombre de cas positifs qui ne font que se révéler à la faveur du dépistage systématique. Oui. Cela veut dire simplement que c'était des cas positifs qui étaient sous couveuse, oui, et dont la mise en lumière a été faite lors du dépistage systématique. Posons-nous la question un seul instant, si il n'y avait pas ce dépistage systématique-là. Oui. Donc, toutes ces personnes-là circulaient librement dans la nature sans pouvoir être conscientes de leur état sanitaire, ce qui est déjà préjudiciable pour leur entourage. Ah oui. Alors que si vous êtes dépisté, vous êtes testé, ou si la personne X est testée positive, oui, on peut la mettre en quarantaine, lui faire sur les soins pour qu'elle puisse guérir à temps. Je pense que le nombre élevé des cas positifs auxquels on assiste depuis quelques jours et qui a tendance à prêter à polémique ne devrait pas, parce que l'État a ce souci-là d'amener chaque citoyen, chacun de ses compatriotes à connaître son état vis-à-vis de ce virus qui n'épargne probablement personne. Alors, l'autre chose qu'il faudrait dire, c'est quoi? C'est que c'est un dépistage systématique, oui, qui, au lieu d'inquiéter, devrait pouvoir nous rassurer. C'est ça. Par rapport à notre entourage, par rapport aux différents corps de métier. Vous verrez qu'il y a déjà dans le secteur éducatif les enseignants, ah oui, les élèves également dans l'école, les usagers, tous les usagers de l'école. Il y a au niveau des artisans aussi, c'est ce dépistage. Il y a beaucoup de corps de métier qui seront pris en compte au fur et à mesure. Cela nous permet de savoir avec qui nous sommes, avec qui nous travaillons, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela puisse être réglé. Et il faut dire que moi, je suis quand même satisfait de ce travail qui est fait, qui vient nous rassurer et qui vient nous donner un message fort. Le message, c'est, à mon avis, c'est que le gouvernement tient compte de la teneur de la situation, oui, et prend les mesures qu'il faut. Vous savez, pour déclarer quelqu'un positif au Covid-19, il faut préalablement le tester. D'où l'initiative du dépistage systématique. Alors, quand on dit dépistage systématique, ça veut dire que automatiquement, on fait le test sur vous pour voir votre état sanitaire. Ce n'est pas un dépistage qu'on peut faire à la volée comme ça, mais c'est systématique. Oui. Étant donné même que dans le secteur de l'éducation, vous savez que avec la reprise des classes, les enseignants, les usagers, les vendeuses, les bonnes dames des écoles, les élèves eux-mêmes, il y a ce flux-là qui est drainé chaque jour, et donc ce dépistage vient à point nommé. Mais il faut également reconnaître, si on doit faire une analyse assez simple et objective de la situation, que oui, ce dépistage, ce nombre auquel on est en train d'assister, c'est quand même la vérité des chiffres. Et moi, j'ai pris plaisir hier et j'ai suivi avec attention le ministre Benjamin Nkpati de la Santé, qui a apporté un démenti par rapport aux personnes qui ont estimé que les tests seraient contaminés. Il a répondu de la plus belle des manières en disant que
l'auteur de ce fameux audio ne sait pas de quoi il parle. Parce que les autorités étatiques, avant de poser un acte, elles ont pleinement conscience de l'acte. Elles ont conscience de l'enjeu même de la situation. Elles savent que c'est une situation, un Covid-19 qui n'est pas une personne. Et donc, pour les tests qu'on acquiert pour faire le dépistage systématique, ces tests-là sont acquis dans de bonnes conditions et cela devrait davantage rassurer les populations. Merci Stanislas. Alors Grégoire, pensez-vous que c'est l'efficacité d'une démarche, le fait de faire un test de dépistage rapide qui dénombre beaucoup de gens qui étaient contaminés? Est-ce que ça ne permet pas de circonscrire le mal selon vous? Merci Isaac. Je pense que l'initiative en elle-même est louable. Ah oui. Et vous savez, lorsqu'on parle de maladie, lorsqu'on parle de pandémie, une maladie qui ravage, qui fait des morts en masse, on doit s'inquiéter. A priori, il y a un problème d'inquiétude. Ouais. Maintenant, il y a aussi ce qui peut tuer à côté d'une maladie, c'est la peur. La peur, c'est un problème psychologique, qu'il faut régler ça. Ah oui. Et dans ce système, si chaque maillon, chacun joue son rôle, je pense que le problème sera réglé. C'est un tas de problèmes. On tente de dire que, bon, sinon on ne tente pas. C'est une maladie, c'est une pandémie qui ravage. Mais autour de cette pandémie, il y a beaucoup de choses. Il y a des problèmes sociaux, le problème lui-même d'abord est sanitaire, il y a des problèmes économiques, il y a tout. Il y a même la politique autour de cette question-là. Quand l'État a décidé, il est du ressort de l'État de prendre ses responsabilités, a décidé de poser un tel acte. Bon, on s'inquiétait, on disait, mais comment ça allait se passer, pourquoi comme ça? Puisqu'on a parlé de la rentrée des classes, le gouvernement a estimé qu'il y a des préalables, qu'il faut tester les acteurs de l'école, c'est ce qui est en train d'être fait. Et avec ce cas, c'est vrai que, a priori, les gens ont pris peur. Parce qu'on se dit, mais comme ça, comment, du jour au lendemain, on est passé de quelques 40 cas, on est allé à 100, on a eu des centaines. Bon, c'est normal, la peur des gens. Le ministre hier a répondu en disant que à un moment donné, lui n'a plus compris. Parce qu'au départ, on disait, mais vous êtes en train de nous cacher les chiffres. Pourquoi il y a ce petit nombre? Maintenant que le nombre a augmenté, les gens disent encore, mais vous sortez ces chiffres d'où? C'est vraiment manipulé. Il a juré que, vraiment, que ce n'était en aucun cas une manipulation. Le ministre, l'autorité est dans son rôle. C'est pourquoi j'ai dit, si chaque acteur joue son rôle, nous arriverons vraiment, nous pourrons vraiment contenir le mal et l'endiguer, le chasser, et pour que nous finissions vraiment avec ça. Quand on ne comprend pas quelque chose, j'ai vu le ministre répondre à une dernière question lors de son interview où on lui a demandé c'est quand la fin de cette pandémie. Il a dit celui qui le dira sera un prophète. C'est évidemment la même chose par rapport à la manière dont cette maladie est en train de sévir. Que les gens s'inquiètent que après un audio du moins pour dire bon, il y a des tests seraient contaminés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un enclos, nous sommes dans un village planétaire où ce qui se passe ailleurs ou bien les rumeurs d'ailleurs peuvent réjaillir, peuvent avoir leur effet sur la population, surtout qu'aujourd'hui nous avons facilement accès à cette information. On ne va pas se focaliser sur ce volet-là, mais aujourd'hui, parlons de l'efficacité de cette démarche-là, parce que la démarche de riposte utilisée par le Bénin a été saluée dans la sous-région. Quand je prends par exemple le cordon sanitaire, ça a été une innovation pendant que les gens étaient confinés. Mais aujourd'hui, on a voulu circonscrire le mal dans les zones à risque pour pouvoir gérer la crise. Ça a été salué. Maintenant, aujourd'hui, on veut que les cours reprennent et on veut dépister les gens pour connaître leur état sanitaire. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une méthode efficace? Parce que c'est mieux que de connaître l'état sanitaire de sa population que de les confiner. Je pense honnêtement qu'il peut avoir des réserves par rapport à cette méthode, par rapport à cette stratégie-là. Mais déjà qu'on peut saluer l'initiative. Le ministre a dit hier qu'on a senti que le grand nombre vient, la grande concentration vient du périmètre qu'on a appelé cordon sanitaire. Donc les zones ciblées à risque, on a toujours, les résultats du moins des tests ont toujours montré que ces zones-là sont vraiment à risque. Et c'est par rapport à ça que moi j'estime que c'est louable cette initiative même. Parlant de son efficacité, avec la masse des acteurs scolaires aujourd'hui, moi je suis en train de voir, est-ce qu'on peut vraiment impacter le grand nombre
avant qu'il ne soit tard. Parce que les gens ont commencé, tout le monde n'est pas encore dépisté. Il y a les élèves là, c'est les enseignants, c'est sur les enseignants qu'on est en train d'agir maintenant et on a eu ces résultats-là. Bon, il y a des bonnes dames, c'est pas le grand nombre c'est les apprenants. Et comment ça sera fait? C'est vrai qu'on a vu des gens qui ont porté des masques hier, des élèves pour aller au cours, mais il y a quand même, on a vu aussi également des gens qui sont allés à l'école sans cette précaution. Nous ne savons pas, nous sommes à Cotonou. On peut circuler dans les grandes villes et voir l'effectivité de ces mesures, mais le Bénin est très profond. C'est en cela que j'ai un peu de réserve par rapport à l'efficacité de cette initiative. Oui, Stanislas, si peut-être certains apprenants sont allés à l'école sans masque, est-ce que le gouvernement doit choisir un gendarme pour suivre chaque famille ou chaque élève? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est la lutte contre le Covid-19, c'est une affaire de tous. Et c'est une affaire de responsabilité individuelle d'abord. Hein. Le gouvernement n'est pas là pour être gendarme derrière tout le monde. Non, le gouvernement a déjà tracé le canevas. Voilà. Le canevas, c'est quoi? C'est les gestes barrières, c'est l'acquisition des intrants médicaux disponibles dans les officines de pharmacie. C'est l'acquisition des masques qui d'ailleurs, depuis hier, sont distribués gratuitement dans les établissements publics. Il faut le dire. Parce qu'à la faveur du Conseil des ministres du mercredi dernier, la décision a été prise que, à la reprise des classes, les masques seront distribués gratuitement dans les établissements publics. Alors dès lors, le gouvernement n'est plus là pour contrôler chaque citoyen. Il y a d'autres chantiers sur lesquels il faut travailler dans la nation. Oui. Alors, la question de responsabilité de chaque citoyen, de chaque parent d'abord se pose. Parce que quand on prend les plus jeunes, le cours moyen deuxième année, où mon fils ou ma fille doit aller se rendre à l'école, Oui. elle n'a pas encore, parce que le Covid-19, on ne s'y attendait pas. Encore que pour les plus jeunes, donc elle n'a pas encore cette capacité-là d'analyser l'importance, en tout cas la délicatesse de cette pandémie. Voilà. C'est moi en tant que parent, ou du risque qu'elle encourt. encourt. Donc c'est moi en tant que parent qui dois lui dire, mets ton masque, arriver au cours, ne parle pas n'importe comment, reste tranquille dans ton coin. C'est aux parents d'abord de donner les consignes, les orientations qu'il faut pour que les enfants, une fois à l'école, puissent avoir les bons comportements. Et donc, si on a pu observer, en tout cas, moi, je n'ai pas fait la remarque, si dans le lot, il y a certains enfants qui se sont rendus à l'école sans masque, je pense que ce n'est pas de bon comportement. Il faut leur dire que les bons comportements, c'est de mettre son masque, de respecter les mesures barrières, d'aller à l'école tranquillement et de revenir à la maison après les cours. Pareil pour les enseignants qui ont, en tout cas, selon les mesures directives qu'on a lues, qui ont la possibilité de descendre leur masque pour s'adresser aux apprenants pendant qu'ils sont en train de dispenser leurs cours. Donc, autant de mesures qui, quand même, entrent dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est vrai que le gouvernement a mis à contribution des stylistes et des acteurs de la mode de tous genre pour la confection des masques qui sont distribués dans les écoles. Est-ce que ce n'est pas un effort maintenant? Quelle est la part de responsabilité des parents, selon vous? Merci, cher confrère. C'est comme je le disais, Oui. le gouvernement a joué sa partition, comme on le dit, ou bien le gouvernement est en train de jouer sa partition. Ouais. Et notre confrère disait tout à l'heure que le gouvernement a déjà joué son rôle. Il n'est maintenant pas peut-être de son ressort d'aller de se substituer en gendarme pour aller contrôler dans chaque école comment ça se passe, ou bien dans chaque ménage pour voir comment ça se passe. Effectivement, c'est le rôle des parents de surveiller les enfants, surtout les plus jeunes, qui ne sont pas encore conscients de la chose, à qui il faut vraiment expliquer, ou bien, même après des explications, ne pourront vraiment pas comprendre de quoi il s'agit, de quoi il est question. Oui. C'est pourquoi j'avais dit au début que c'est un système, et si chaque élément du système pouvait jouer son rôle, nous allons endiguer, nous allons finir avec ce mal, ou bien nous allons pouvoir maîtriser ce mal-là. Donc je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Lors de son intervention, le chef de l'État avait dit une fois que il est question de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Voilà. Donc si chacun joue sa partition, nous pouvons y arriver.
Ok, et justement, chacun va jouer sa partition afin que ce combat contre le Covid-19 soit vaincu et que le Bénin en sorte gagnant, justement, parce que c'est là notre ultime conviction, c'est ce que nous voulons. Maintenant, on va revenir de façon spécifique sur cette méthode-là qui consiste à le dépistage systématique. Pensez-vous qu'il y a quelque chose à améliorer pour plus d'efficacité dans ce domaine? Je pense qu'il n'y a pas de magie à faire. Et il y a des intrants qui existent et des outils qui existent pour faire le test. Oui. Nous avons un certain nombre d'acteurs dans le système de la santé. Il y a un certain nombre de laboratoires réservés pour faire le travail. S'il y a quelque chose à améliorer, je pense que c'est les techniciens qui sont plus habilités à exprimer leurs besoins face aux difficultés qu'ils rencontrent déjà dans ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est à eux de dire, bon, par rapport à ce que nous faisons, nous avons besoin de tel, et si on avait tel. Donc, quand on voyait le gouvernement en train d'acquérir ce matériel-là, moi je me disais, bien, plusieurs personnes se disaient, mais c'est quoi? Nous ne sommes pas encore, nous sommes à 2 cas, nous sommes à 3 cas, mais on est en train de récupérer à l'aéroport chaque jour des tests ou bien des masques. Mais aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe. Heureusement que nous avons à la tête du pays des gens très courageux, des gens responsables, des gens méthodiques, c'est de ça il s'agit. Sinon, ça allait nous surprendre autrement. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une anticipation dans ce qui s'est fait. Et donc, il faut déjà les encourager parce qu'il y a quelque chose qu'on dit chez moi, et Macpanoato, celui qui est en train de faire, genre, si il faut l'encourager, sinon à un moment donné, oui, à mieux faire. Je pense que c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Et le ministre, c'est il est du domaine de la santé. Et même si c'est sa spécialité, ce n'est pas cette pandémie, il est au four au moulin. Je pense que nous allons y arriver. Ça, on peut le sentir un peu partout. Sur la question, je pense qu'on ne devrait pas avoir l'impression que le gouvernement anticipe, mais on doit constater simplement que le gouvernement est dans la logique de l'anticipation. Souvenez-vous que le ministre Benjamin Mompati ne dort plus pratiquement. Bon, à l'instar, je suppose. Non, vous ne laissez pas il ne dort plus. Parce que, non, on le voit. Il y a des réceptions de matériel, je crois, j'ai suivi un élément là-dessus. Une réception de matériel qui s'est fait autour de 23h jusqu'à 5h du matin. Il était à l'aéroport autour de 22h déjà et il a quitté vers 7h, 8h. Ça veut dire que ça montre à quel point la lutte contre la pandémie préoccupe au plus haut sommet de l'État. Oui. Alors, le gouvernement a déjà, il y avait déjà pour mesure d'anticipation le filtrage des entrées au niveau d'abord de l'aéroport et de nos ports. Il y avait également l'installation des centres qui devraient accueillir les personnes au cas où le nombre de cas positifs serait élevé. Il y avait l'acquisition de ces intrants médicaux dont on parlait tantôt, la chloroquine, les masques et beaucoup d'autres choses. Donc, le gouvernement était dans cette logique-là avant même l'arrivée du dépistage systématique qui n'entre que dans la suite logique de ce combat-là contre la pandémie. Comment voulez-vous lutter efficacement contre une pandémie dont vous ne connaissez pas le nombre de vos concitoyens qui en sont porteurs? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand vous connaissez, vous avez une idée plus ou moins exacte du nombre de personnes atteintes ou testées positives, vous pouvez appliquer la thérapie qu'il faut. Et donc, ce dépistage systématique vient dans cette logique-là pour donner une idée précise afin que les mesures idoines puissent être appliquées. Justement, afin que les mesures idoines puissent être appliquées, c'est vrai que vous l'avez déjà abordé, il y a eu beaucoup d'acquisitions de matériel. Tout le matériel a été envoyé dans les centres de santé, dans les zones sanitaires, un peu partout dans le Bénin, pour pouvoir détecter les populations. Moi, je pense que, je reviens avec une question précise. Est-ce que les citoyens ont raison d'avoir peur ou bien ils doivent être sereins? Parce que ça veut dire que les poches de la maladie sont en train d'être décelées. Merci beaucoup. Je pense que la peur est naturelle. Nous ne devons pas dénier aux citoyens le droit d'avoir peur. Ils doivent avoir peur. Maintenant, comme je l'ai dit, je reviens sur ça, aux autorités de par les démarches, de par les actes, de nous rassurer davantage. Moi-même, étant un citoyen, si j'ai peur, je suppose qu'il y a une seconde personne également qui a peur.
Donc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle pour effacer la peur des gens. C'est les actes qui sont posés et de ce qui est fait, puisque les points sont présentés, les points des cas confirmés sont présentés au fur et à mesure avec le nombre de personnes guéries, le nombre de décès, etc. Je pense que ce sont ces chiffres et les actes qui sont posés dans le processus de la lutte qui vont nous rassurer davantage. Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs semaines, le ministre de la Santé l'a dit à la presse, il dit que le Bénin a les moyens de dépister, de traiter tout cas de Covid testé positif. Est-ce que ça, ce n'est pas rassurant, par exemple? Je pense que c'est rassurant. Que d'abord, même ces paroles ont un sens. De dire d'abord ça avant de passer à l'acte, ça a un sens. Parce que lorsque vous souffrez d'un mal et vous êtes rassuré que le médicament existe, et la façon, le degré dont ça vous fait mal, c'est différent de vous souffrez d'un mal et on dit que le médicament n'existe pas. Okay. Sinon, c'est la peur de mourir qui va vous tuer et non la maladie elle-même. D'accord. Stanislas, est-ce que vous avez quelque chose à dire Oui, par rapport à ça, oui, il faut rappeler qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons au Bénin 319 cas confirmés, 255 sous traitement, 62 guéris et 2 décès. Donc il faut dire que l'État quand même travaille à... Justement, quand on doit regarder le nombre de décès, le Bénin mérite satisfait. C'est ça, c'est infime parce que on ne va pas souhaiter qu'il y ait plus de décès, mais au regard de ce qui se passe dans la sous-région, des nombres de cas, des nombres de décès dans la sous-région, il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail qui est en train d'être fait à ce niveau-là. Donc, reste que nous continuons toujours par observer les mesures barrières, ce qui est important. Parce que la chose qu'il faudrait rappeler, c'est que depuis hier, les classes ont rouvert leurs portes. Justement. Il y a eu concomitamment la levée du cordon sanitaire. Mais un élément très important, mais qui ne devrait pas nous faire perdre de vue le respect des gestes barrières. Ce n'est pas parce que le cordon sanitaire a été levé que nous sommes dans le libertinage, qu'il faut faire tout ce qu'on veut, qu'il faut aller où on veut, sans masque. Non, il faut continuer dans le respect des mesures barrières. Justement, pour revenir à vous, c'est vrai que le gouvernement prend des mesures. On ne va pas citer de nom dans la sous-région. Il y a certains pays qui ont demandé à ce que les boîtes de nuit reprennent les buvettes. Et on a vu le pic qu'il y a eu en matière de maladies. C'est vrai qu'au Bénin, les classes ont repris, le cordon sanitaire levé, mais les mosquées, les buvettes restent toujours fermées. Est-ce que ce n'est pas encore une rigueur là? Je dirais que c'est une rigueur. Et vous savez, j'ai quelqu'un qui a l'habitude de dire que dans un pays sous-développé, tout est priorité. Mais quand on parle de priorité, il y a ce qu'on appelle priorité des priorités. Oui. Et je pense que face au danger, nous devons voir la réalité en face et voir ce qui est urgent de faire maintenant. Et ce par rapport à on peut dire, attendons d'abord. Le gouvernement, je pense, n'est pas aveugle. D'ailleurs, il y a des corps qui sont vus comme impactés directement par les mesures de restriction, de confinement et consorts. On a demandé à des gens de se faire enregistrer pour pouvoir leur porter assistance. Je pense que c'est de ce côté-là, surtout, que le gouvernement doit travailler. Parce qu'il y a des gens qui sont promoteurs de buvettes et ce n'est que de ça qu'ils vivent. Ils peuvent avoir ça à Boycon, à Abomey, à Calavi, un peu partout, mais dans cette filière-là qu'ils investissent, c'était de ça, leur revenu. Et quand nous savons comment les entreprises vivent, et surtout les entreprises naissantes vivent, et comme pour le dire au jour le jour même, il y a déjà certainement problème. Et c'est pour cela que le gouvernement doit vraiment voir. Par rapport aux lieux de culte qui sont fermés, nous sommes dans un pays ou bien dans notre sous-région où nous croyons beaucoup. Nous croyons beaucoup. Et comme on le dit, il y a beaucoup de responsables religieux qui pensent honnêtement qu'il faut prier pour chasser ce diable-là. Parce que le mal étant énigmatique, on n'arrive pas à vraiment élucider c'est quoi, ça a échappé aux scientifiques. On est en train de dire que vraiment c'est une punition divine et qu'il faut prier. Je pense qu'en attendant que des recherches, que des études sociales, scientifiques, etc. soient en train d'être menées, nous pouvons être en train de prier en allant partout où nous allons, en attendant que
les portes des églises, bien des mosquées, fermées. C'est au gouvernement de voir, parce que quand ça arrive, on dit le gouvernement est élu, donc il faut que le gouvernement sache avec ses moyens ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Et si ça se passe ainsi, et nous allons pouvoir évoluer. Et je voulais dire, cette pandémie qui est arrivée aussi, nous, c'est une épreuve pour permettre à chaque État de savoir dans quoi investir. Et parce que comme j'ai lu une blague sur WhatsApp qui dit, et tu as étudié, tu as passé tout le temps, tu es resté au laboratoire, et c'est toi qui as eu tel diplôme, tu es devenu professeur titulaire, tout ça là, et on parle de confinement, tu vas te confiner aussi. Que tu sais un gâchis. Je pense que je veux dire à chaque État désormais de savoir dans quelle filière investir pour que face à ces dangers, qu'il y ait des chercheurs qui en permanence puissent trouver des solutions à de pareilles situations. Vous demandez à l'État d'investir dans la recherche. C'est vrai que le gouvernement le fait déjà. Je pense qu'ils ont compris. Ok, vous avez parlé aussi de prière, alors union de prière pour que Dieu puisse lever peut-être cette punition-là. Oui, si punition il y a. Punition, il y a. Vous savez que sur la question de la fermeture des lieux de culte, je pense que la méthode continue toujours parce que il faut le rappeler quand même, le Bénin est un État laïque. Et cette laïcité-là, dans cette laïcité, on se retrouve qui, pour faire son vaudou, qui pourrait être musulman, qui pourrait être chrétien de tous bords, évangélique, protestant, catholique. Donc, nous sommes un État laïque et cela nous manque à un moment donné. Il manque à chacun de ne pas aller prier son Dieu. Mais il faut reconnaître que Covid-19 oblige. Est-ce qu'on peut être conscient aujourd'hui du respect de la distanciation sanitaire dans un lieu de culte? C'est toute catégorie confondue. C'est assez difficile. Donc, le problème, le sujet doit être abordé de façon plus posée, de façon froide. Il faut analyser tous les contours avant d'autoriser. Vous savez que quand on va autoriser, par exemple, le retour dans les lieux de culte, imaginez l'affluence. Parce que les gens, ce qui ont été voilà, bon, on peut voir Dieu dans sa chambre. Voilà. Les gens qui ont été à l'église il y a longtemps vont se dire, bon voilà, c'est aujourd'hui, donc tout le monde va se ruer. Et donc, il faut imaginer tout cela et voir que la décision du gouvernement de ne pas autoriser pour le moment la reprise des cultes dans les lieux de culte, c'est quand même quelque chose qu'il faut observer. On attendra de voir les mesures qui seront prises. Parce que peut-être que je m'imagine que là où on fait peut-être un culte avec un effectif de 500 fidèles, ils peuvent passer peut-être à 3 ou 4 cultes dans la journée. Je ne sais pas, mais il faut des mesures comme ça pour que la réouverture des lieux de culte ne soit pas encore une autre porte ouverte à la propagation rapide de la pandémie. D'accord. Avant de clore cette émission, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va aborder un autre sujet, le second sujet. Il s'agit de l'annonce de la reprise des vols de Air France en Afrique, un sujet que nous allons aborder avec beaucoup de précautions, justement. Ouais. Est-ce que ça rassure? Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière, Stanislas? Retour en arrière, vous savez, c'est une décision que moi je n'arrive pas à comprendre. Sinon, quelles précautions prendre dans nos aéroports? Oui, attendez, moi je n'arrive pas déjà à comprendre pourquoi Air France annonce la reprise de ses vols, surtout en Afrique. Parce que nous savons qu'à la faveur de cette pandémie, il y a la cessation de certaines activités, la fermeture de certaines compagnies, l'arrêt de certains services, surtout lesquels services qui drainaient des flux. C'est normal. Maintenant, est-ce que c'est le moment? Il faut s'interroger par rapport à l'opportunité de la décision. Est-ce que c'est le moment maintenant de rouvrir ces compagnies-là et de relancer les vols? Est-ce que cela participe à rassurer les citoyens ou à rassurer les pays africains par rapport à la reprise de tels services? Est-ce que les citoyens africains sont demandeurs de voyage? Parce que pour qu'une compagnie puisse rouvrir ses portes, il faut que
des gens soient prêts à voyager. Qu'il ait tous ces paramètres. Voilà, même si... C'est vrai qu'ils ont précisé les vols commerciaux, mais je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils y mettent réellement? Parce que même si c'est des vols commerciaux, il faut quand même un homme pour conduire l'avion. Il faut un pilote. Il faut des personnes dans l'avion, tout au moins. Donc, voilà, l'avion ne peut pas décoller de lui-même parce qu'on parle de pandémie. Donc, est-ce qu'il y a de ces précautions qui sont prises? Moi, à l'analyse, je me rends compte que c'est une décision qu'on va voir dans la faisabilité. Si cela s'avérait, on va essayer de voir les contours, les dispositions qui sont prises pour que cette décision soit mieux appliquée, pour que quand les vols vont reprendre, qu'il n'y ait pas une autre porte ouverte à la propagation de la pandémie, parce que c'est la lutte du moment, c'est la lutte de l'heure. L'essentiel est que si ça doit reprendre dans l'intérêt de tous pour qu'il n'y ait pas propagation de la pandémie, c'est ça l'essentiel et c'est ce que nous souhaitons. Ok, Grégoire Dansou. C'est vrai que... Je pense que vous êtes en train de poser un problème économique, sinon économico-diplomatique. Justement, voilà pourquoi il dit qu'on va porter beaucoup de gants. Un peu complexe comme ça. Honnêtement, je ne connais pas les contours, je ne vois pas l'opportunité. Effectivement, au départ, il y a un certain nombre de mesures. Je pense que les autorités vont devoir faire recours à ces mesures-là. Si ces gens arrivent, on les met en quarantaine, ils font le nombre de jours, on les observe. S'ils ne sont pas contaminés, on peut les libérer dans la nature après le nombre de jours indiqué. Je pense qu'on peut toujours reprendre ce processus. Est-ce que effectivement les pays africains sont demandeurs? Est-ce que le Bénin est demandeur? S'il y a un pays africain qui pense qu'il n'a pas besoin, ça, je pense qu'on peut dire rouler en l'air, aller dans le pays d'à côté, mais ne descendez pas chez nous. Je pense que par rapport à tout ça, d'accord, dernier tour de table, Stanislas. Oui, c'est vrai que, chose curieuse, les tout premiers pays où les avions iront, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il ne va pas falloir qu'il y ait une stricte rigueur chez nous au Bénin, parce que nous sommes au Bénin, pour que tout voyageur qui vient, même s'il est dépisté et qu'il n'est pas positif, qu'on le garde, qu'on ne dise pas qu'il a fait le confinement chez lui, mais qu'on le garde 14 jours, même s'il n'est pas positif. Oui, vous savez que je crois nous avons commencé même la quarantaine systématique. Vous avez ici au Bénin, ça ne blague pas concernant le caractère strict de ces mesures-là. Il y a même des personnalités qui ont été mises en quarantaine de retour de leur voyage. Voilà, donc vous en savez quelque chose. Donc ça prouve que côté mise en quarantaine, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, je me pose juste la question de l'opportunité de cette reprise des vols. Si cela s'avérait, on pourra quand même analyser à l'aune de cette reprise ce qui en sera. Voilà. D'accord. 30 secondes, votre mot de fin. Merci beaucoup. Comme il a dit tout à l'heure, je pense que c'est le cas. Comme nous avons entre griffes un garçon à la tête de notre État, je ne doute pas qu'il y aura de la rigueur. J'aime bien votre sens de l'humour. La causerie de ce jour, ce sera Stop FM. Merci de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de nos programmes.